Radio J, les rendez-vous de la Viso. Maya Termination, bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes la Viso à Vive et que aujourd'hui, Maya, dans cette chronique, nous allons parler de la place des femmes dans l'informatique. La parole est à vous. Merci beaucoup, Lise. Dans cette chronique, effectivement, on va se poser la question de savoir pourquoi l'immense majorité des personnes qui travaillent dans le numérique sont des hommes. L'informatique, est-ce un métier typiquement masculin ? L'enquête GenderScan indique qu'en France, en 2020, les femmes ne représentent que 17% des diplômés du numérique qui exercent dans ce secteur. Alors, une plus grande mixité dans le numérique est-elle nécessaire ? Et si oui, comment y parvenir ? Pour en discuter, nous avons le plaisir de recevoir Isabelle Collet. Isabelle, bonjour. 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 Alors Isabelle, vous êtes informaticienne, enseignante chercheuse à l'Université de Genève et vous êtes spécialiste des questions de genre dans le numérique. Vous avez notamment publié un essai sur ce sujet. Il s'intitule « Les oubliés du numérique » aux éditions Le Passeur. Alors les oubliés, EES. Tout à fait. C'est bien de le dire, oui, puisqu'on parle des femmes aujourd'hui. Alors, Isabelle Collet, dans vos travaux, vous montrez que contrairement à ce que l'on pourrait penser à ses débuts, l'informatique était un domaine majoritairement féminin. Alors, pas tout à fait toute l'informatique quand même. En ce qui concerne la construction des ordinateurs, le matériel, c'était un domaine masculin parce que c'était de l'ingénierie. Par contre, en ce qui concerne la programmation, le code, comme on dit aujourd'hui, on était au tout début, c'est-à-dire qu'on inventait le code en le faisant. C'était des métiers peu reconnus, peu payés, pas formés à l'université. Et là, effectivement, il y avait beaucoup de femmes. Alors, la toute première personne à avoir écrit un programme informatique, c'est une femme. Elle s'appelle Ada Lovelace, c'était une machine mécanique à l'époque. C'était encore au 19e siècle. Elle a inventé le procédé algorithmique qui s'appelle la boucle, qui est évidemment fondamental en informatique. La personne a inventé la compilation, c'était une femme, c'était Grace Hopper. Donc, dans les toutes premières personnes à avoir fait des avancées déterminantes dans le code, en effet, c'était beaucoup des femmes. La première personne à porter le titre, à être homme de l'année en 1969, homme de l'année, c'était Grace Hopper. Voilà. Alors, est-ce que, en fait, vous nous dites homme de l'année, bien sûr, entre guillemets, mais il y a de très nombreuses femmes anonymes qui ont fait progresser l'informatique. Elles n'ont pas été reconnues ? Soit elles n'ont pas été reconnues, soit elles ont été oubliées. Donc ça, c'est plutôt le cas, par exemple, d'Ada Lovelace, qui a été redécouverte et célébrée plus récemment. Mais sur un des tout premiers ordinateurs américains, qui s'appelait l'ENIAC, qui a fonctionné pendant la Première Guerre mondiale, il y avait d'une part des questions de secret militaire, il y avait aussi le fait que le travail qu'elles faisaient était perçu comme du travail de petites mains, un peu comme si elles étaient des ouvrières de l'informatique, alors qu'en fait, elles étaient des informaticiennes et qu'elles programmaient déjà. Quand la guerre s'est finie, les hommes qui avaient construit le matériel ont pu continuer à faire carrière et pour elles, ça a été beaucoup plus difficile. Et pendant très longtemps, on a complètement ignoré ou minoré l'importance du travail qu'elles ont pu faire. En fait, les choses ont commencé à changer pour le logiciel avec Margaret Hamilton, qui est la personne qui a programmé avec son équipe l'alunissage du premier module Apollo. Elle est la première personne à porter le titre de, on va dire, ingénieur logiciel, et c'est à partir d'elle que l'ingénierie logicielle a pris ses lettres de noblesse, en particulier dans les universités, et que les programmeurs en général, et donc les programmeuses, sont sortis de l'ombre. Préalablement, c'était surtout qu'elles faisaient un métier pour lequel on n'estimait pas devoir faire de la publicité, qui était jugée comme de peu de valeur. Et dans vos ouvrages, vous expliquez également que si on continue un peu dans le déroulement historique du numérique, qu'il y a eu une sorte de basculement dans les années 1880 avec un afflux massif d'hommes qui investissent le secteur de l'informatique. Alors pourquoi tout d'un coup les hommes... 1980. Oui. 1980. Oui. Pourquoi les hommes se sont-ils tout d'un coup pris de passion pour l'informatique ?
Alors, ces années-là, il se passe deux choses en simultané. La première chose, c'est que c'est le moment où vraiment les métiers de l'informatique montent en puissance. On entend des discours politiques, institutionnels très incitatifs. L'informatique, c'est l'avenir assuré. Il faut que le pays, quel que soit le pays, entre dans le 21e siècle avec sa jeunesse formée en informatique. Ce sont des belles carrières. Bref, c'est aussi l'époque où les femmes arrivent massivement sur le marché de l'emploi. Donc, elles arrivent dans un premier temps aussi en informatique. Mais à partir du moment où ces carrières sont mises en valeur, eh ben, ça a servi d'attracteur considérable pour des hommes devenant ingénieurs. Et ces filières d'ingénierie qui augmentent en taille dans les écoles d'ingénieurs, on part de promos avec peut-être 20 étudiants et on arrive avec des promos à 130 étudiants, c'est d'abord les hommes qui y arrivent. Parce que simultanément, les micro-ordinateurs arrivent dans les foyers. Alors, c'est d'abord beaucoup des micro-ordinateurs pour jouer, mais le micro-ordinateur arrive dans les foyers en même temps qu'il arrive en entreprise. C'est bien sûr pas les mêmes, et on fait évidemment pas la même chose avec, mais il se crée une continuité des représentations entre je suis ado, je bidouille sur mon ordi avec mes copains, et je serai adulte en entreprise avec un ordi et des collègues. On va pas bidouiller évidemment, mais quand on est ado, quand on est parent, quand on est prof, quand on est conseillère d'orientation, c'est difficile de conseiller au-delà des représentations qu'on peut avoir parce que la réalité du monde professionnel, on ne connaît pas nécessairement. Et donc, c'est à ce moment-là que s'installe l'image du geek ou du nerd. On ne disait pas ces termes-là à l'époque, mais ça revient à ça. C'est-à-dire du jeune informaticien investi complètement dans son rapport à la machine, peu sportif, qui ne sort pas, qui ne fréquente pas les filles. C'est une caricature, hein, on est d'accord. Bien sûr. Ça n'existe très marginalement, oui. Mais en tout cas, ça s'ancre dans une représentation masculine. C'est-à-dire, ça semble être une activité de jeunes, d'adolescents, et ça semble être une activité d'hommes en entreprise. Et là, la bascule se fait entre ce micro-ordinateur qui fixe les représentations et ces métiers qui deviennent très importants dans l'entreprise, il se produit une masculinisation significative du domaine. J'ai une sous-question très rapide. Vous nous avez parlé des femmes de la guerre de 14. Est-ce que le mot informaticienne existait ? Alors, c'est les femmes de la Deuxième Guerre. De la Deuxième Guerre, pardon. Ouais. Alors, est-ce que le mot informaticienne... Oui. Alors, en fait, ça se passe surtout dans les pays anglo-saxons. Et il y a divers termes. En fait, ce qui est sympa avec le mot informatique, c'est qu'il est français. Oui. C'est une fabrication française. Et dans d'autres pays, on emploie computer science, science du calcul. On emploie data analyse. Oui, c'est ça. On a 4 termes. Et en fait, le mot français informatique est tellement pratique que quand on va dans des colloques à l'étranger, à part les anglophones qui utilisent leurs termes, les autres pays emploient le mot informatique avec un K au bout. Ah, c'est passionnant, merci. Donc, du coup, on est dans les années 80 et l'informatique, c'est un métier d'homme. Il y a une sorte de cohérence systémique qui fait que on identifie très vite que c'est un métier qui est prédestiné pour les hommes. Mais selon vous, qu'est-ce que ça révèle, cette représentation très, très ancrée, très sexuée ? Alors, on va fabriquer, ce qui est amusant, c'est qu'on refabrique les stéréotypes dont on a besoin pour rationaliser un monde social. C'est-à-dire qu'avant les années 80, on va dire, l'informatique, c'est un bon métier pour les femmes. Bon, déjà parce que c'est un petit métier pas tellement payé, mais ça, on ne le dit pas. Mais on voit dans les magazines féminins, par exemple, des argumentations du genre, l'informatique, un programme, finalement, c'est comme une recette de cuisine. Ce n'est pas complètement faux. Une recette de cuisine, c'est un programme, ce qui ne veut pas dire que l'inverse est vrai. Et puis, un argument tout à fait étonnant qui dit... Si vous êtes une maîtresse de maison qui sait programmer un dîner, vous saurez programmer un ordinateur. Oula. J'ai encore jamais vu le rapport. Mais c'est pour vous dire qu'on est en train de mobiliser et fabriquer des stéréotypes pour justifier d'embaucher des femmes qu'on va peu payer. Dans les années 80, tout change. Le métier prend de l'essor, les hommes arrivent en masse, et là, l'informatique, ça devient un métier mathématique, un métier logique, avec de fortes responsabilités. C'est du rapport à la machine, et les femmes sont supposées ne pas aimer, elles préfèrent le rapport avec les humains. Et donc, soudain, on a de nouveaux stéréotypes qui viennent rationaliser le fait que c'est un vrai métier d'homme. Donc, à la fin, à quoi on reconnaît le sexe d'un métier ? Essentiellement au sexe des personnes qui l'exercent.
parce qu'on va fabriquer les stéréotypes dont on a besoin pour justifier cette répartition. Et la ligne directrice, c'est le salaire et le prestige, malheureusement. Donc aujourd'hui, l'informatique, c'est majoritairement masculin, c'est lié au prestige, comme vous le disiez. Finalement, on peut se demander, cette absence de parité, est-ce que c'est forcément mauvais? On peut se dire, les femmes, parce que les préjugés, etc., la machine, le calcul, elles n'ont pas envie de faire l'informatique. Voilà, l'informatique, c'est masculin. Est-ce que c'est un problème? Alors, pendant longtemps, on m'a dit, qu'est-ce que vous voulez, elles aiment pas, on va pas les forcer. Il s'agit évidemment de forcer personne, sachant qu'il ne faut pas être dupe. Quand les petites filles disent « je veux devenir princesse » ou que les petits garçons disent « je veux devenir footballeur », on va leur expliquer que ce n'est pas forcément la bonne idée de départ. Donc en fait, on influence sans arrêt sur les orientations des enfants. Mais là, pour l'informatique, il y aurait comme une espèce de loi de la nature suprême qui ferait que si elles ne veulent pas, on ne va pas les forcer. Alors c'est quoi le problème? Alors d'une part, ça écarte les femmes d'un secteur d'activité où il y a de l'emploi, où il y a de belles carrières et où on peut s'insérer extrêmement facilement. Vous sortez avec un diplôme d'ingénieur en informatique, vous ne cherchez pas de travail, vous attendez qu'il se produise devant vous. Ensuite, ça fait qu'on a un monde informatique défini, paramétré, installé, conçu par une population ultra homogène, en gros, à 90% des hommes blancs de milieux socio-professionnels favorisés. Ces personnes-là, malgré toute la bonne volonté qu'ils peuvent mettre en œuvre, ils ne peuvent pas penser le monde pour tous et toutes. Alors, on a eu un exemple, je vous en donne qu'un peut-être, un exemple très frappant au moment où les applications de santé sont arrivées sur nos téléphones portables. Les applications de santé, elles mesuraient le battement cardiaque, le poids, la taille, enfin des tas de choses, et pas les cycles menstruels. Alors, pourtant, c'est bien un truc réglé, qu'on peut monitorer, où c'est intéressant de savoir où on en est, c'est les cycles menstruels, mais évidemment, les développeurs n'y ont pas pensé. Ça ne les intéressait pas, ça ne les concernait pas. Il a fallu vraiment beaucoup de temps pour que ça arrive. Vous pouvez jouer avec vos assistants vocaux, Siri, OK Google ou peu importe. On se rend compte que des sujets qui intéressent plus particulièrement ou très spécifiquement les femmes sont moins bien compris. J'ai des étudiantes qui ont joué avec un assistant vocal en lui demandant où on peut acheter des tampons périodiques. Et l'assistant a répondu sur où on pouvait acheter des tampons encreurs. C'était ce qui lui semblait le plus proche. Bon, des exemples comme ça, on en a beaucoup. En particulier dans le domaine de l'intelligence artificielle qui recycle les données actuelles pour en générer une nouvelle. Comme le monde actuel n'a pas encore réalisé l'égalité, ces intelligences artificielles recyclent nos stéréotypes et éventuellement les magnifient, les augmentent, en refournissent, et on est en train de refabriquer des données de plus en plus stéréotypées. Et évidemment, dans une période de transition numérique où l'informatique prend de plus en plus de place, et quand bien même on serait réticent ou réticente, c'est problématique qu'elle n'inclut pas tous les individus de la société. Et que répondez-vous à celles et ceux qui considèrent que les femmes ont une part de responsabilité dans cette situation ? C'est-à-dire, formellement, personne n'interdit à des femmes de se présenter dans une université pour être ingénieure en informatique et que finalement, c'est peut-être juste les femmes qui n'osent pas s'aventurer dans ce domaine. Et d'ailleurs, en général, à ça, on dit, d'ailleurs, la preuve, il y en a. Et oui, je veux dire, moi-même, à 14 ans, je programmais. Et puis, j'ai fait des études d'informatique. Donc, la preuve, il y en a. 15%. C'est-à-dire effectivement 15% qui, d'une manière ou d'une autre, la situation ne leur pose pas de soucis, les représentations, les stéréotypes ne leur posent pas de soucis, et elles y vont. Est-ce qu'on peut estimer qu'avec 15%, c'est bon? Non, 15%, évidemment, c'est absolument minuscule sur la partie de la population. Alors pourquoi les femmes n'y vont pas? Alors on vous parlera stéréotypes, représentation, blocage inconscient. Il y a quand même une chose qu'il faut quand même très précisément rappeler. Imaginez une promotion informatique actuelle de type IUT, BTS. En gros, c'est 2 filles, 4 filles sur toute la promo. Alors, sur une promo de 110 personnes, vous pouvez avoir 6 filles. Vous voyez, les proportions, c'est à peu près là. Bon, prenons par exemple comme l'étude que j'ai faite en Suisse avec une promo de 40 où il y avait 2 filles. Il y a 35 garçons. Ils sont plutôt contents que les filles soient là. Ils trouvent ça sympa. Ils regrettent qu'il n'y en ait pas plus. Ils n'ont pas de souci avec ça. Imaginez qu'il y en ait 5 qui soient activement macho et toxiques. Comme les filles sont 2, pour elles, c'est en continu.
Ils n'ont que ça à faire, elles ne sont que deux. Et si parmi ces 35 garçons plutôt sympas, chacun fait, allez, une plaisanterie sexiste par mois, c'est rien. Mais elles sont que deux, elles, ça leur fait plus d'une par jour. C'est-à-dire, ces garçons plutôt sympathiques et qui sont en majorité ne se rendent pas compte qu'il y a un système qui continuellement décourage les femmes et délégitime leur place. Ils ne sont pas très soutenants envers les garçons agresseurs et les filles, elles ont un vécu quotidien dans l'école qui n'est pas du tout le même que le vécu de garçons, ne serait-ce que quand le matin, elles se demandent comment elles vont s'habiller. Alors, que faut-il faire? Vous êtes pour des quotas? Faut-il faire plus, comment dirais-je, de promo auprès des jeunes filles? Que faut-il faire? Les deux à la fois. Les deux à la fois. Les quotas, c'est intellectuellement décevant, mais ça marche. Et ça va vite. Oui. C'est-à-dire, c'est une solution pas chère, pragmatique, qui permet d'avancer rapidement. C'est pas la meilleure, évidemment, parce qu'on aimerait ne pas en avoir besoin. Mais quand on parle de quotas, on dit oui, mais on va admettre des filles moins compétentes à la place d'hommes plus compétents. En France, actuellement, à la sortie du temps où il y avait un bac S, c'était facile à mesurer, les femmes avaient plus de mentions bien et très bien que les hommes au bac S. Donc on peut se dire pourquoi les meilleurs élèves ne vont pas en informatique. Vous mettez un quota, vous montez le niveau. Donc, ça permet de regarder quand même de façon assez différente la place de ces femmes dans les études d'informatique. Et puis, évidemment, il y a toutes les autres dimensions, comme faire plus de pubs pour attirer les jeunes filles. Et puis, pour revenir à ce que je disais avant, une tolérance zéro sur les remarques sexistes, sexuelles, sur le harcèlement, sur les remarques sexistes en général que ces filles peuvent rencontrer dans ce genre de contexte. Donc, créer un environnement bienveillant, en fait. Un environnement, un safe space. C'est déjà qu'on a une société qui leur envoie tellement de signaux pour leur dire t'es sûr que tu as ta place. Si en plus, les gens qui y sont leur rappellent continuellement que peut-être elles ne sont pas à leur place, évidemment, elles ne vont pas vouloir rester. Alors, vous allez provoquer des vocations, et Maya et vous-même, Isabelle Collet. Maya, une petite conclusion pour nous faire plaisir. Tout à fait. Isabelle, merci beaucoup pour votre éclairage sur la place des femmes dans l'informatique, parce que grâce à vous, comme vous le disiez, l'informaticien typique, ce n'est plus le jeune codeur en sweatshirt à l'hygiène personnelle douteuse, mais aussi... oui, ça c'est vous qui le dites. Hein. Mais aussi toutes ces femmes anonymes qui font avancer l'informatique. Et c'est d'ailleurs le titre de votre essai que je rappelle, donc Les oubliés EES du numérique aux éditions Le Passeur. Merci beaucoup Maya Termination. Merci beaucoup Isabelle Collet pour toutes ces analyses tout à fait passionnantes. On n'a qu'une idée en tant que femme, c'est de se mettre devant un ordi. Merci à vous et on continue. Bravo. Merci à vous. Au revoir, merci.